reste combien de séries là 3. Oh putain. Mais j'ai vu des bagarres pour des poids ici. Ils se battent pour des poids. Si t'es un one man et que tu veux écrire avec ta mangue d'inspi, tu te poses une journée ici. Ah, l'efficacité dans la profondeur du muscle. C'est ça. Il est là comme ça, donc elle est là, jambe ouverte, lui il est comme ça. Il sait pas faire de jiu-jitsu, hein. Il en a jamais fait de sa vie. Hein. Donc tu vois Caroline, ce que je disais, c'est que faut que tu sois relax. Détends-toi. Tu vois ta poitrine ici. Voilà, c'est hyper important que tu te protèges avec ça. Après Caroline, il faut faire un truc ici. Tu vois Caroline, ce qui est important dans le jiu-jitsu brésilien, Caroline, c'est la maîtrise de soi. Pour savoir ce que le goût du caca, faut en manger quoi. Toi, tu peux sentir que ça sent la merde, machin, tant que tu l'as pas bouffé. Mon grand-père m'a inspiré. Qui est décédé, lui m'inspirait beaucoup dans son comportement. C'était un ouf, tu vois, c'était un mec, il se réveillait, prenait du rhum, un gros bédo, 8h du matin, il faisait le grand écart, tu vois. What? Il me faisait rire parce qu'il parlait comme Ikaera, tu vois, 70 piges, tu vois. Mon rêve d'enfant, c'était de le voir se battre quand j'étais plus jeune. Et un jour, je suis à Belle-Île-en-Mer, en Bretagne, là, et j'étais avec mon meilleur ami, je lui ai dit, écoute, on va simuler une agression, et on va lui dire qu'on s'est fait agresser. Et je me suis dit, là, je me suis conditionné psychologiquement, c'est la première fois dans ma tête que je me dis, bon, là, il va y avoir bagarre, et il va falloir y aller, tu vois, genre, ouais. Parce que je mettais souvent des coups en traître, tu sais, genre, quand je battais, moi, tu vois. Tu peux tout dire, mais il faut quand même de la bienveillance derrière, il faut de l'amour, et il faut maîtriser le sujet. Ragnar, bonjour. Bonjour. On va faire une interview complète avec toi. Donc on va revenir d'abord rapidement un petit peu sur ton parcours et en fait après il y a des questions que j'ai eu envie de te poser depuis que j'ai vu certaines de tes interventions et du coup voilà une petite interview complète pour en savoir plus sur ton parcours et après sur ta manière de voir les choses, la vie, etc. Ok. Bah déjà première question, est-ce que tu peux résumer ton parcours jusqu'à présent? Parcours professionnel ou sportif? Les deux. Alors professionnel, moi je travaille dans le luxe. C'est une activité dans laquelle je me suis mis il y a une dizaine d'années à peu près. Et moi j'étais basketteur professionnel avant. J'ai eu des grosses blessures au niveau du genou et du dos. Donc j'étais forcé d'arrêter parce que ça devenait trop... pour ce que ça me ramenait en termes de rythme de vie et tout. C'est les sacrifices qui n'étaient pas nécessaires. Je me suis dit c'est trop là. Tu me laisses les croisés, tu reviens, tu joues à des niveaux qui ne sont pas forcément le top non plus. Donc tu vois, j'ai préféré tourner la page. Et je me suis mis un peu au sport de combat il y a maintenant 7-8 ans, où je fais un petit peu de sol, un peu de grappling 2-3 fois par semaine assez régulièrement. Là ça fait 1 an vraiment que j'ai pas fait grand chose, mais j'ai eu une période un peu comme ça où j'étais un peu assidu là-dedans quoi. Ok. Et au niveau professionnel du coup maintenant dans les métiers que tu fais, et comment est-ce que tu en es arrivé à devenir la star que tu es aujourd'hui? Star, non. Mais non, écoute, je me suis amusé, c'était pendant le confinement. J'ai passé un confinement, puis je me suis dit, c'est le moment aussi de pouvoir artistiquement faire certaines choses, rigoler, comme j'ai toujours envie de faire aussi des vignettes vidéo, des conneries, ça a toujours été ce qui me captivait en tant qu'être humain. Donc je me suis dit, c'est le bon moment, tu as du temps, fais-le. Et je l'ai fait à la salle de sport avec Thomas et Christophe, un ami, on a rigolé, ça a pris, et puis et on s'amuse quoi. Puis on en est là quoi. Voilà, on s'amuse. Et alors voilà maintenant la question aussi que je voulais te poser. Je regardais tes interviews les interviews que tu as déjà faites. Tu dis en gros que dans ton passé, tu as eu des moments où tu as fait des bêtises et où en gros tu as transgressé les règles, etc. Mais tu dis aussi que maintenant c'est ce qui t'a entre guillemets aidé à revenir un peu dans le droit chemin parce que justement tu sais ce qu'il faut plus faire, tu sais un petit peu, ça t'a forgé aussi. Ouais. Et du coup la question que je voudrais te poser c'est les gens les plus inspirants, en tout cas je sais pour moi c'est le cas, ce sont des gens qui ont transgressé les règles, ils ont fait des bêtises, ils ont fait des conneries étant plus jeunes, mais du coup c'est ce qui leur a donné un peu cette force de caractère, ce mordant qui fait qu'ils n'ont pas peur de le faire. Et s'ils sont compétents dans leur vie, professionnellement, etc., et qu'en plus on sait qu'ils ont ce truc-là en eux où ils peuvent transgresser les règles, c'est ce qui les rend les plus inspirants lorsqu'ils sont ensuite revenus dans le droit chemin. Est-ce que du coup pour toi c'est pas paradoxal de dire qu'il faut pas faire ces bêtises-là, mais d'un autre côté quand on sait que c'est aussi ce qui peut te former? Moi je pense que la vie d'un être humain est faite, on fait plein d'erreurs tous quoi, vraiment tous, que ce soit dans les sportifs, les hommes d'affaires, en couple.
pour savoir ce que le goût du caca, faut en manger, quoi. Toi, tu peux sentir que ça sent la merde, machin, tant que tu l'as pas bouffé, t'as pas tu sais pas le goût, quoi. Et c'est vrai que, non, j'ai fait plein de trucs, mais je pense comme tout le monde a fait des erreurs, tu vois. Après, j'ai des gens qui m'ont inspiré par leur comportement, par leur sagesse. Tu vois, le fait de fréquenter des grands champions aussi, ça m'a tout. Moi, je suis très proche de Cyril Diabaté. Et Cyril, si tu veux, il avait aussi ce truc-là avec moi de me rappeler certaines choses. Parce que moi, j'ai un entourage où les gens, tu sais, on se dit pas trop les choses entre nous. Tu sais, je sais pas, et Cyril, c'est la première personne qui est arrivée qui m'a dit là, tu fais de la merde. Là, t'es une merde. Tu sais, il me le disait frontalement, moi, j'avais pas l'habitude de ça. Il me dit là, t'es une merde. Et c'est la première fois, entre guillemets, pas de ta vie, mais où quelqu'un vraiment te remettait comme ça? Ouais, il m'a remis. J'ai plein de gens comme ça qui m'ont. J'ai Chérip aussi, mon ami tchétchène, qui a la mâchoire un peu en rampe de skate. Tu vois. Ok, ouais. Et bah, tu vois, lui, c'est pareil, on se disait on avait des discussions d'hommes, et puis tu sais, il me disait les choses frontalement. Ça me faisait du bien d'entendre des choses tu sais, qui me font réagir finalement, tu vois. C'est des choses qui sont. C'est des gens qui sont inspirants. Enfin, je pense que l'honnêteté, au bout d'un moment, c'est hyper important. Moi, il y a des gens qui m'ont fait évoluer par la parole et par la prise de conscience qui me disaient ça, c'est de la merde, ça, c'est ci, et puis moi, je dis, ah ouais, putain, tu vois. Comme moi, je suis un peu solitaire, j'aime bien faire mes trucs tout seul, découvrir, faire un peu tout, un petit ragondin un petit peu, j'aime bien. Ouais, chercher, voir. Ouais, j'aime bien chercher, voir. Toi, je mets mon grand nez partout, pas comme ça. Tu vois. Ouais. Et c'est vrai que c'est des gens qui sont un peu comme des gens quoi, qui on a échangé, ça m'a fait du bien de parler avec eux. Et tu dis aussi que en gros, pour tes vidéos, les vidéos que tu fais, ce qui change la donne, c'est que les gens voient quand tu fais tes vidéos, et même si tu dis les pires horreurs, mais ce sont des sketchs, mais que tu es bienveillant et c'est ça qui fait la diff. Et tu dis même que même pour les gens dont tu fais la parodie, dont tu fais un petit peu, dont tu forces le trait, eux t'en connais aussi, dans ta famille, etc. On en connaît tous qui le sont. Mais ce qui change, qui fait la diff, c'est qu'il n'y a pas de malveillance dans ce qu'ils font, c'est juste, voilà, ils ont été élevés d'une certaine manière, etc. Ouais, c'est ça. Ouais, du coup, pour toi, c'est ça un petit peu aussi le message que tu essaies de faire passer pour que justement tout se passe au mieux, c'est d'essayer de voir. Ouais, c'est ça, en fait, si tu veux, c'est le. Moi la France, je trouve qu'on a une richesse extraordinaire. Mondialement parlant, c'est qu'on est tous mixés. On est dans un grand mixeur, en fait, tous ensemble. Toi, on a tous grandi ensemble, finalement. Tu vois. Et je trouve qu'on est dans une époque où on veut plus nous séparer que nous rassembler. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne peut plus dire certaines choses, on ne peut plus faire certaines vannes. Moi, je suis d'une époque où j'ai grandi avec des mecs qui se permettaient des choses formidables. Ouais. Tu peux tout dire, mais il faut quand même de la bienveillance derrière, il faut de l'amour et il faut maîtriser le sujet. Tu vois, c'est comme si tu fais un film sur les musulmans, une comédie. Les musulmans aiment rigoler. C'est que c'est comme toi, moi, c'est des gens qui sont. C'est humain, on a tous de l'humour théoriquement. Ouais. Mais il faut que ce soit bien fait, il faut que ce soit maîtrisé. Tu vois, tu peux pas faire des scènes. Il y a des gens qui se permettent d'aborder des sujets sans les connaître. Et c'est là qu'il y a de la maladresse, c'est là que les gens le prennent mal, ils le prennent comme une agression. Même le mec qui l'a fait, il voulait pas agresser, si tu veux. Mais il maîtrise pas le sujet. Donc je pense que pour aborder certains sujets, que ce soit religieux, ethnique, des blagues un peu osées, machin, il faut quand même connaître un peu le mec avec qui tu vas partir sur ça, avec qui tu joues, faut connaître les gens. T'as l'impression dans ta vie depuis quelques années que ça c'est un truc qui, on en parle toujours, c'est l'éternel débat, les réseaux sociaux, ça fait empirer un petit peu parce qu'il y a l'anonymité, deux, ça déresponsabilise à mort. Dans la vie de tous les jours, ça c'est un truc que tu vois, que ça a un peu de mal en pis et du coup ça te fait un peu chier, ça te fait un peu déprimer, ou comment est-ce que tu vois genre, ça fait un peu pompeux, mais genre le tissu social ou je sais pas trop quoi. Moi, ça me fait un peu. Voir l'évolution sociale, ça me fait un peu peur, moi. De voir les gens, comment ils sont entre eux. Déjà, l'être humain, il est particulier. Je trouve qu'il n'y a pas pire race que l'être humain. En vrai, c'est un truc de fou. L'être humain, je suis d'accord, du règne animal, en tout cas. Oui, on devrait prendre exemple sur les chiens, même sur les animaux, parce que nous, on est vraiment une race abominable, quoi. On calcule tout, quoi. Ouais, et puis tu sais, les gens sont méchants. Ils attendent une chose, c'est que tu échoues, que tu rates quelque chose. Ah, regarde. Il suffit qu'un mec fasse une erreur et tout le monde. Tu vois, les gens sont d'une méchanceté sur les réseaux sociaux. Et dans la vie, moi, ce qui me dérange vraiment, c'est que on n'a plus les rapports humains qu'on avait avant. Moi, quand je suis au restaurant avec un mec et qu'il filme sa bouffe, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel, frérot?
On se parle même pas. Tu es au téléphone, ouais, ah oui, vas-y, prends pas pareil. Et on a plus le truc qu'on avait avant. Là, il y a eu les élections présidentielles. Tout le monde s'est filmé au bureau de vote. Mais tu te rends compte, tout le monde est parti et ils ont montré donc on fait pour montrer aujourd'hui. Tu vois ce que je veux dire, on est une société un peu barge. Non mais c'est ça, c'est exactement ça, on fait plus pour nous, pour devenir la meilleure version de nous-mêmes, mais pour montrer que... Même religieusement parlant, ça a tout changé aujourd'hui. Parce que la religion, par exemple, aujourd'hui, c'est une partie en France qui est hyper tabou, toi, la religion aujourd'hui. Et tu as des gens, en fait, si tu veux, même sur TikTok, la religion, c'est de l'intime, c'est quelque chose que tu gardes pour toi, que tu montres à personne, c'est ton intimité. Et les réseaux sociaux ont fait qu'aujourd'hui, ça, tu le montres à tout le monde. La fois, j'ai vu un converti sur TikTok qui fait des rappels religieux en se filmant, et tu sais, genre... Ouais. Mes frères et sœurs, ouais. Aujourd'hui c'est un grand jour. J'étais délinquant, aujourd'hui Dieu m'a guidé, Masha'Allah. Et en fait, si tu veux, on a perdu cette intimité, on a perdu là, on filme tout, on montre tout, c'est devenu c'est un zoo, on est devenu des animaux, on est devenu des robots, c'est très bizarre. Mais du coup, comment est-ce que tu penses qu'on pourrait... Est-ce que c'est possible de rendre stylé, entre guillemets, d'une manière ou d'une autre, sur les réseaux sociaux, etc., où c'est vrai que c'est beaucoup du paraître, etc., beaucoup l'image, beaucoup. Comment est-ce que ce serait possible de rendre stylé les trucs les plus simples de la vie de tous les jours? Est-ce que c'est même possible et c'est ça le problème? Bah ouais. Genre, tu vois, juste des bons rapports humains, d'aller faire une balade où tu regardes, enfin, ouais, mais maintenant c'est pas stylé, quoi. Mais c'est pas stylé, maintenant c'est une société schizophrène pour moi, parce que la plupart qui se filment n'ont pas une thune en plus. Ceux qui sont en vacances et qui filment, machin, les grands restaurants, tu sais, qu'est-ce que tu veux nous montrer, frérot? Il y en a même qui font des maraudes, ils donnent de l'argent à des clochards et ils se filment. C'est dingue ça. Pourquoi tu te filmes quand tu donnes de l'argent à un clochard? Tu veux qu'on dise quoi, que t'es... Ouais, c'est pour signaler la vertu, quoi. Que t'es une bonne personne, regardez-moi, je suis, tu vois? Ouais. C'est une société qui est devenue barge, en vrai, pour moi. Tu vois, et c'est... moi, c'est ce qui me fait peur. Et qu'est-ce que tu penses qu'on pourrait faire, que les gens pourraient faire? Parce que la solution, probablement, c'est l'individu, c'est d'essayer de devenir... c'est trop tard. Ouais. Pour moi, c'est trop tard. Même moi, je te dis ça, je critique tout le monde, machin, sur ça, mais même moi, des fois, je reste une heure sur le téléphone. Ouais, c'est ça. Tu restes chez toi, tu restes devant les séries, t'es comme ça. Tu vois, tu peux appeler des potes, mais tu le fais pas parce que t'es en PlayStation. On est gangréné en vrai. Ouais. Non, ce qu'il faudrait, c'est tout repartir à zéro, tu vois. Est-ce que tu penses que ça, ce serait possible pour le coup, les sports de combat ou les choses comme ça? Parce que, tu vois, pour revenir à la première question qu'on s'était posée, en gros, est-ce qu'il faut avoir nécessairement un parcours qui est hyper tortueux, où tu as connu des galères de ouf, tu as fait des conneries, etc. Est-ce que se confronter volontairement à, tu vois, il y avait Maxime François qui était un monstre, à de la lutte, où là, tu es obligé de souffrir, tu es obligé de te remettre en question. Est-ce que, à la limite, ça peut pas être, même si de toute façon on aura du mal à ne pas regarder le téléphone, je suis le premier à le faire, tu passes une demi-heure, tu dis putain, qu'est-ce que je fous? Est-ce que ça peut pas être une bonne solution? Bah ouais, c'est de se confronter à la réalité, ouais. Ouais. Tu vois, c'est ce qu'on parlait tout à l'heure des mecs de la muscu, si tu veux, qui sont dans une apparence un peu méchante, un peu, tu sais, qui font un peu les durs, un peu les bagarreurs. Et si tu veux, quand tu tombes face à une réalité qui est Maxime François, ou qui est Yves Landu, ou qui est Cyril Gann, ou qui sont des gens simples, gentils, souriants, agréables, se confronter à des gens comme ça qui vont te pulvériser, mais tu sais que c'est des mecs qui peuvent te faire ce qu'ils veulent. Ouais. Cyril Gann, que ce soit machin, il t'attrape n'importe quel bodybuilder, il lui met la rotule dans le trou de balle. Ils font des trucs. Non mais tu vois, c'est vrai. Il le prend, il fait ce qu'il veut, il lui met un tampon, il lui arrache la tête. Et si tu veux, c'est ce parallèle-là qui est très drôle. C'est que tu vois ce mec-là qui est comme ça, très méchant, fait des photos genre. Genre mauvais, mais dans le sens intimidant. Tu vois, et t'as Cyril qui est là, qui est un top mondial poids lourd et qui est là toujours. Ça va les gars, ça va les gars, tu vois. C'est ça la société d'image. Et qu'est-ce que tu fais toi? Parce que du coup là, t'en es conscient. Qu'est-ce que tu essaies de faire dans ta vie de tous les jours qui fait que quand tu vois que tu es depuis une demi-heure sur ton téléphone, tu essaies de te bouger ou alors et qu'est-ce que tu essaies de faire dans ta vie de tous les jours concrètement pour essayer de t'améliorer? Alors moi, quand je suis au resto par exemple avec des amis, donc je vois des amis, machin, le téléphone, je le mets dans ma poche et je le sors très rarement. Tu vois, je peux pas rester. Moi, je supporte pas ça. Tu sais, quand on est avec quelqu'un, tu vois,
Ouais, d'avoir Ah, l'attention. c'est chiant, mais c'est une vraie drogue. Hein. Ouais. Moi, je connais des influenceurs, des mecs qui sont devenus barges avec les réseaux sociaux. Comment Ils sont ça, devenus genre, barges. qu'est-ce qui- Ils sont devenus fous. C'est-à-dire que, tu sais, à un moment donné, bah, je fais moins de likes, je fais moins de commentaires. Oh là là, Ouais. les gens m'aiment plus. Il faut que je poste. On dirait des barjots. Ouais, tu deviens fébrile par rapport à ton image et ce que. Ouais, ce que les c'est gens des pensent de barges, toi. les mecs. Ils sont là, ils sont fous, haillés. Tu vois, putain, ça a moins marché. Oh putain, il faut que je fasse ça avec lui parce que lui, il est plus connu que moi. Si on fait ça, ça va faire du buzz. Les mecs sont devenus barges. Oh, je dis, oh, allô. Est-ce qu'à l'inverse, tu connais des influenceurs qui, eux, ont réussi, soit par de la discipline perso ou juste de la réflexion, à rester Ouais. le plus terre à terre possible? Ouais, t'en as des mecs comme Maxime Gasteuil, je sais pas soit qui c'est qui fait du one-man show, qui cartonne sur Insta. T'as des mecs qui ont sans parler d'influenceurs, mais des mecs qui ont eu des gros succès, qui sont des gens très terre à terre, tu vois. Tu vois, quand tu vois un mec comme Alban Ivanov, tu vois Fianso le rappeur. T'as plein de gens, je peux pas tous les citer, Ouais. tu vois, mais t'as plein de gens qui sont des gens extraordinaires de simplicité, de gentillesse, malgré le fait qu'ils aient du succès, qu'ils aient du truc, tu vois, c'est des gens. Ouais. C'est Et pas. du coup, dans ces cas-là, c'est quoi leur secret? C'est l'environnement qui garde, comme tu disais, qui est. C'est l'échec, toujours. Ils savent d'où ils viennent. Généralement, c'est des mecs qui ont galéré dans les cafés-théâtres, qui ont mis beaucoup de temps avant d'exploser, qui ont eu des problèmes financiers, qui ont eu qui n'ont pas été des stars tout de suite, tu vois, où les gens les ont un peu méprisés, tu vois. Ouais. Et tu as deux personnes. Soit tu réussis, t'es revanchard et t'es mauvais avec les gens, et tu deviens le pire enculé que ce que les gens t'ont fait. Et en plus, maintenant, tu as les moyens de nuire. Oh, tu peux, t'as des mecs, c'est des salopes, faut dire les choses. T'as des gens, dès qu'ils ont un peu de pouvoir, ils aiment écraser les gens. Ça, malheureusement, je me Ils demande si c'est pas juste humain. Et C'est du coup, humain, mais l'exception, les gens qui Ils arrivent à supportent bien le pas que quelqu'un réussisse, que fasse mieux qu'eux. Ouais. Ils te sourient, et puis en fait, ils te détestent, il a envie que tu crèves, tu vois. Ouais. Et t'en as d'autres qui réussissent et justement qui se sont épanouis en tant qu'être humain et qui justement n'ont pas du tout de frustration, de complexe d'infériorité, qui sont très contents pour toi, très simples, super avenants, des bons mecs, quoi, tu vois. Il y en a des comme ça, faut pas non plus dire qu'il y a que des enculés. Non, Il y a des super mecs aussi. Ouais. Et ça, pour toi, du coup, c'est avoir eu des échecs, savoir ce que c'est que se retrouver un petit peu le Ah ouais. caca, comme tu le dis. Ouais. Donc- C'est comme je disais la dernière fois, les humoristes se sont précipités pour faire des vidéos sur l'Ukraine. Tu sais, il y a la guerre en Ukraine, Ouais. et ils se sont tous mis à faire des vidéos comiques sur Poutine. Ouais, Poutine, machin. Mais ils le font parce qu'ils savent pas ce que c'est d'être en guerre. Tu comprends? On se met jamais à la place des gens. C'est comme si tu disais demain, un Tchétchène, il va faire une vidéo sur l'Ukraine et il va faire une blague sur Poutine. Il va pas le faire parce qu'il sait ce que c'est d'être en guerre. Ouais. Il sait ce que c'est d'avoir peur, de se faire bombarder, de se faire maltraiter moralement. Il le sait. Donc il a le respect de ne pas le faire. Tu comprends? Donc en France, quand un mec il est là, il n'imagine pas ce que c'est d'un mec qui réussit pas, qui est en bas de l'échelle, qui a du mal à manger, qui a envie d'y arriver par passion, tu vois. Il peut le regarder, il peut lui chier à la gueule. Il se met pas à la place de ce mec-là. Parce qu'il a jamais vécu ce que lui il a vécu. Ouais. Tu vois, tu as des mecs qui sont arrivés tout de suite au top. Tout de suite. Ils vont te dire, c'est pas vrai. La guerre, c'est quand tu gagnes 10 ans. C'est pas un an. Il y a des mecs qui ont vraiment galéré avant d'y arriver. Et ces gens-là, ils comprennent les gens qui démarrent en bas de l'échelle, en général. Ils sont de bons conseils, ils sont gentils, tu vois. Ouais. Les mecs qui ont tout de suite tout, qui sont au top depuis longtemps, qui ont oublié, ils méprisent les petits gens. Ça, c'est horrible. Tu as combien d'enfants? Deux. 2 enfants. Ouais. Est-ce qu'avec eux, tu vas essayer un petit peu justement soit de pas de portable jusqu'à un certain âge ou alors de les élever d'une manière pour éviter le plus possible et les confronter Ouais, moi, j'ai ma directement. femme qui fait ça, qui s'occupe bien de ça. Moi, j'essaie aussi. Moi, je suis papa poule, tu vois. C'est vrai que mon fils, il me demande un dessin animé, je vais lui laisser, tu vois. Mais ma femme, c'est un général de guerre. Hein. Je rigole zéro. Ah ouais, non, ok. mais tu sais, c'est une maman extraordinaire, tu vois. Elle est souriante, gentille avec eux et tout, mais par contre, pas d'écran, pas de téléphone, pas de truc qui distrait un peu l'esprit. Tu vois, c'est vraiment dessin animé, c'est samedi de 11h à 11h30. Basta. Tu vois, et c'est bien. Bah ouais. Et tu vois, mes gosses, ils ont la chance d'avoir une maman comme ça qui, justement, ne se laisse pas bouffer par la société. Moi, je vois des enfants, des fois, à 4 ans, ils ont la gueule dans l'écran, comme ça. Tu vois, c'est trop. Ouais, non, c'est terrifiant. Tu vois, tu peux les laisser regarder, mais Ouais. un minimum. Est-ce que dans les vidéos que tu as faites et qui ont eu un impact de fou en France, au-delà bien sûr du fait que ça a énormément fait rire, etc., est-ce que tu as eu des retours de gens qui t'ont dit vraiment ça a changé un truc dans ma vision des choses et ça leur a vraiment apporté quelque chose? Ouais, j'ai plusieurs retours. J'ai des gens qui me disaient ça fait du bien de voir qu'on peut rire de ça. Ouais. C'est des mecs qui sont un peu plus de ma génération, trentaine, quarantaine, tu vois, qui disent ça fait du bien de voir qu'on peut rire de certaines blagues dont on rigolait avant, tu vois. Ouais. Et surtout ça, les retours que j'ai, c'est de voir. Ils sont contents de voir qu'on peut s'exprimer sur des sujets sans être traité de
musulmans, de fachos, de misogynes, de machin, tu vois. Et après, j'ai des gens, premier degré aussi, qui pensent que je suis vraiment un prof de sport. Qui m'envoient des messages, mais ils sont mignons, tu vois. Ils m'ont dit, j'ai commencé la musculation grâce à toi. Je suis content de voir que ça peut aussi... provoquer des vocations. C'est bien, tu vois. Et tu as eu des retours négatifs de gens qui, d'une manière ou d'une autre, n'ont pas kiffé ou ont trouvé que c'était une mauvaise manière de faire? Non, franchement, pas trop. J'en ai eu, t'as toujours 2-3 connards qui t'envoient pas des connards, mais des mecs qui ont un point de vue un peu agressif, tu vois, bon. Moi, quand je me permettais des blagues un peu sur les musulmans, les machins, sur les extrémistes, pareil chez les juifs, chez les chrétiens, j'ai toujours eu des trucs un peu... les extrêmes, de toute façon, sont très bruyants. Bon, tant que la majorité est contente, ça va. Dernière question. Est-ce que quelqu'un t'a inspiré quand tu étais jeune dans ta vie, ou là, tu l'as porté au pinacle? Alors, attends, laisse-moi réfléchir. Acteur ou n'importe qui, sportif. Acteur, moi, j'avais Depardieu, que j'étais fan de Depardieu, jeune. J'étais fan des Inconnus. Ok, bah oui. Tu vois, jeune, c'était... Forcément. J'étais ultra fan de ça. Après, non, franchement, j'ai jamais eu J'avais Van Damme aussi, j'aimais bien. Van Damme, ces films, je les ai regardés, je sais pas, 100 000 fois, tu vois. Kickboxing, ça, c'est des trucs que j'ai vus des centaines de fois, tu vois. Mais non, j'ai jamais été quelqu'un... j'ai jamais été inspiré par les gens. Je me suis jamais dit, je veux faire comme lui. J'ai pas de... C'est vrai d'ailleurs que tu me le dis, tu me poses ces questions-là, c'est vrai que j'ai jamais été inspiré par quelqu'un. Mon grand-père m'a inspiré, qui est décédé, lui m'inspirait beaucoup dans son comportement. C'est une personne à qui je me suis plus imprégné de lui, c'était lui. C'est parce qu'il était droit, il était... Ouais, il était un peu barge, tu vois, c'était un ouf, tu vois, c'était un mec... il se réveillait, prenait du rhum, un gros bédo, 8h du matin, il faisait le grand écart, tu vois. What? Attends, mais il faisait quoi ton grand-père? Il était ceinture noire de karaté, ok. deuxième dan, je crois. Il était journaliste, c'était un très grand journaliste pour Libération et tout, c'était un grand monsieur de Libération, tu vois. Et c'est un mec qui avait un parcours de vie, un franc-parler qui était exceptionnel. Pas parce que c'est mon grand-père, tu vois, mais tous les gens qui l'ont rencontré te diront ce truc-là, tu vois. Il était... il me faisait rire parce qu'il parlait comme une Kaira, tu vois, 70 piges, tu vois. Tu vois. Non, il était marrant, c'était ma ferme ta gueule, toi, ici. Genre très, un peu, tu vois, extrêmement intelligent, extrêmement touchant, gentil, mais un barge dans les excès, tout ce que tu veux, mais à la finale, ce que t'en gardes, c'est des souvenirs extraordinaires. Moi, mon rêve d'enfance, c'était de le voir se battre quand j'étais plus jeune. Et un jour, je suis à Belle-Île-en-Mer, en Bretagne, là. Et j'étais avec mon meilleur ami, je lui ai dit, écoute, on va simuler une agression et on va lui dire qu'on s'est fait agresser. Oh putain. On était gamins, on avait quoi 9 ans, 10 ans. Et je monte dans la maison de famille et tout. Et j'ai dit, ah papy, on s'est fait agresser tout par des pêcheurs en bas. Et je me rappellerai toute ma vie, il était avec un kawaii jaune et des bottes de pêcheurs en plastique, avec un gros pétard dans le salon comme ça. C'est un russe, il est russe mon grand-père, tu vois. Il fait attends, qu'est-ce que c'est ces conneries là? Bah, attends, on y va. On prend la voiture, on descend et tout dans l'île, et on voit des mecs. En fait, ils nous avaient pas agressés. C'est qu'en fait, ces gens, ils nous avaient mal parlé, mais ils nous avaient pas agressés ou quoi. Tu vois, c'était vraiment. Et je dis c'est eux, tout. Il garde la voiture. Il avait une voiture pourrie. Il descend, puis il y avait un groupe de pêcheurs, et c'est 5-6. Il descend, il fait lequel qui a ses coups au petit là. Il fait par où il fait. Une espèce de truc. Grosse paume, un mur. Mais une paume, mais genre un truc horrible. T'as le mec qui fait un recul de genre. Ah, donc il l'a déclenché directement. Directement. En fait. Il l'a déclenché, il était genre très fort. Dans le menton, il fait un. Il fait un recul, mais tu sais, genre comme ça, il y en a un qui s'approche, mais tu sais, il maîtrisait vraiment les arts martiaux. Quoi. Je me suis dit, ouais, c'est un malade. Puis qu'est-ce qu'il y a toi? Là, j'ai dit, oh putain. Il en a couché 2. Tu sais, genre couché, tu sais, genre machin. Il dit, vas-y, même le clébard, là, je l'encule. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai dit putain. Et en fait, t'as vu, il est monté dans la voiture, il a une phase incroyable, il monte dans la voiture, il fait c'est vraiment pour vous que je le fais, les gosses. Genre, il te l'a donné. Ouais. Il est reparti, tu vois. Mais genre, la dégaine était folle. Cheveux au vent avec la calvasse qui commence là, tu sais, genre. Puis pour le faire avec, entre guillemets, cette confiance, il n'y a pas eu d'hésitation en mode putain, ils sont 6. Il était extrêmement bagarreur.
moi, c'est un truc que. Parce que tu sais, il avait pas un physique très impressionnant, il était dur, tu sais, genre. Il avait un physique dur avec des grosses mains, gros avant-bras, grosse tête, tu vois. Mais il était extrêmement bagarreur. C'était un truc de. Il était. Même avec des mecs costauds et tout, il était choquant, tu sais, genre vraiment. Ouais, il avait peur de Il personne. démarrait, là, il démarrait tout de suite et tout, genre qu'est-ce qu'il y a Il était très. Je dis, ah ouais, il est très. Genre Macron, nerveux. Ouais, t'es nerveux, tu sais, genre. Je fumais 3 paquets de clopes par jour, 20 cafés, il était là. C'était vraiment. Mais un mec inspirant. Ça, c'était un mec inspirant. Après, te dire qu'il était inspiré par des stars et tout, non, jamais. Parce que moi, pour moi, c'est pas. Il y a des mecs que j'aime bien. Dubosc aussi m'a beaucoup fait rire, tu vois. Du Jardin, Ouais. tu vois. C'est des gens qui te. Voilà, mais. T'as eu ta période bagarreur toi aussi? Ouais, jeune, ouais. Ouais, jeune, j'étais bagarreur, mais de. Allez, de 7 ans à 20 ans. Ah ouais, ça fait bonne période quand même. Ouais, mais avant de prendre les premières corrections. Tu vois, c'est là qu'après tu. Tu vois, parce que moi je me bagarrais, mais j'étais genre le petit con, genre dès qu'il avait un petit coup dans le nez, il aimait bien se battre, tu vois. À l'école, je me bagarrais beaucoup, tout le temps, tu vois. Mais non, quand tu prends des branlées et tout, c'est. Tu te souviens de ta première branlée? Ma première branlée, c'était au collège à Valence, à Bourg-les-Valence. Mais c'était pas vraiment une branlée, je m'étais embrouillé avec un mec dans le collège, et ce mec-là avait un grand frère. Et son grand frère s'appelait Quentin. C'était un gitan de Valence. Ok. Un mec qui avait 3 ans de plus que moi déjà, était un cassos. Hein. et je disais, tout le monde dit, il y a le grand frère de Louis, il s'appelait, il t'attend devant et tout, machin. Et je dis putain, et moi j'étais toute la journée, tu vis avec ça, tu vois. Je dis ah ouais, et tout, ouais. Donc, tu sais, je me conditionnais déjà. Ouais, ça allait partir quoi. Ça allait partir, tu vois. Et je me rappelle du coup, il y avait un grand portail, et je vois cette espèce de débile profond sur un scooter booster 50. En train de faire des dérapages devant le. Ouais, intimidation, bien sûr. Et costaud, tu vois, genre vraiment costaud, tu sais, genre gros coup et tout, tu vois. Et je me suis dit, bon là, en plus tout le collège était. Ouais, bah là, pour regarder. Était là pour regarder, tu vois. Parce que moi j'étais grand en taille, tu sais, genre. Ouais, ça allait être un beau choc, quoi. Ouais, ça allait être avec mon survêtement Lacoste Bordeaux, moi j'étais ridicule. Hein. Et je me suis dit, là, je me suis conditionné psychologiquement. C'est la première fois dans ma tête que je me dis, bon là, il va y avoir bagarre et tu sais, il va falloir y aller, tu vois, genre. Ouais. Parce que je mettais souvent des coups en traître, tu sais, genre quand je battais, moi, tu vois. Je dis ouais, tu sais, je tapais comme une pourriture, tu vois. Là, c'est du vrai face-to-face, tu vois. Et je me rappelle, il était sur son scooter, et j'ai posé mon sac, et je me suis dit, je vais tout tenter, tu vois. Et j'ai couru, et je lui ai sauté dessus quand il était sur le scooter. Donc on est tombés tous les deux avec le scooter. Je prenais des graviers, je griffais la tête, et je l'ai mordu ici, là, en dessous, là, j'étais. Ah oui, d'accord. Et à un moment, il a pris le dessus, et j'étais genre comme ça, il m'a. Enfin, Ground and pound. Ah ouais, laisse tomber. Il m'avait ouvert ici. Mais tu sais, on s'était bagarré, tu vois. Ouais. Mais j'étais, étrangement, quand je suis rentré chez moi sur le chemin, j'étais fier de moi. Tu vois, parce que je me suis dit, j'ai pas eu peur de ce mec-là. Oui, parce que c'est ce que j'avais demandé. En vrai, le moment où tu j'avais le peur. vois Non, mais et j'avais tu peur. sais que ça va venir. Ah mais frérot, j'avais peur. Hein. C'est quand tu Ouais. vois, je te dis, en plus, il avait une tête qui faisait un peu peur. Tu sentais qu'il avait, il en avait gros sur la patate depuis longtemps, tu vois. Ouais, il avait bien vécu, il savait. Ah ouais, tu savais que il était compliqué. Je t'ai dit le booster, j'ai encore cette image-là, je dis oh putain. Ah ouais. Et en fait, si tu veux, quand j'ai ressenti cette peur, mais j'y suis quand même allé, tu vois. J'étais content de. Ouais, Parce qu'en vrai, il aurait pu me prendre devant le collège et faire alors, tu sais, mettre des. Ouais, victimisé quoi. Ouais, j'aurais pu me faire victimiser en vrai. En vrai, j'aurais pu. Parce que tu sais, vraiment, il faisait peur et que les gens. Tu sais, il avait une grosse réputation, c'est des petites villes, tu sais, il avait déjà couché des profs. Je me suis dit, c'est une angoisse terrible, le mec. Ok. Mais j'y suis allé et j'étais fier de moi quand même, parce que je l'ai quand même. J'ai ouvert la bouche là, je l'avais mordu ici, mais vraiment très très fort. Très très fort, j'avais des douleurs au chicot, je l'avais vraiment assez genre. Je l'avais mordu, Ouais. je l'avais mis une petite patate et tout, j'étais content quand même de moi. Ouais, tu il vois. y avait eu un peu match quand même. Il y avait eu un peu match. Après, bon, de là à te dire que j'ai gagné, je te mentirais. Ok. Ouais. Et c'est à partir de ce moment-là où tu as commencé à te dire bon ok. Non, là à ce moment-là, c'est quand j'étais quand j'étais un peu plus âgé, que bon, c'était, tu vois, genre un petit coup dans le nez, t'arrivais, des trucs sales, tu sais, genre des trucs de merde, Ouais. à casser les couilles aux gens pour rien, tu vois. Ouais. J'adorais ça. Hein. C'est genre vraiment, j'étais vraiment. J'adorais ça. Mais des fois, tu tombes face à des mecs, frérot, ça te remet à ta place, hein, je te le dis. Hein. Ouais. Moi, une fois, j'ai un mec qui m'a soulevé. Je ne dirais pas le nom parce que c'est un mec connu en plus, dans les sports de combat. Il m'a soulevé, comme ça. Il m'a jeté comme ça, tu sais, genre fort sur le trottoir. Et j'ai pris comme Sur le trottoir. Sur le trottoir. Je l'ai pris comme ça, tu vois. Il m'a fissuré le coccyx et tout.
Et j'ai vu qu'il aurait pu m'achever, mais il m'a rien fait. Il m'a regardé, tu sais, genre. Ouais, il a été clément. Il a été clément, ouais. Alors que je l'avais craché à la gueule, j'ai mis un coup de poing et tout. Hein. Et en fait, je lui ai mis un coup de poing. Je pars, était la boîte, enfin le restaurant à l'époque était en pente. Et je le vois en fait qui marche vers moi, tu vois. Puis là, je me dis, ah ouais, putain, merde, relou. Et tout, j'ai mis un tampon, il est pas tombé. Je me dis, ça va être compliqué là. Et je le vois arriver, puis tu sais, il est très calme. Allez, viens. Allez, viens, pourquoi tu cours? Je disais, pourquoi tu pars? Viens. Viens. Et moi, je dis, oh non. Et j'étais avec mon pote, je dis, oh putain, relou. Alors du coup, je suis arrivé. J'ai essayé de lui mettre un tampon, il est passé, il m'a levé. Bah, il m'a jeté, putain, j'ai encore le souvenir de mes genoux qui passent derrière l'oreille. C'est un truc un peu comme ça, mais j'étais jeune, tu vois. Je dis, oh. Ouais, t'as dû avoir le souffle. Ah, j'ai eu peur. Ouais. Non, mais j'ai pas eu peur, mais tu sais, là, j'ai senti que, tu sais, l'impact physique, c'était pas le même. C'était pas le même, ouais. Je me suis dit, soit je reviens avec la voiture, je l'écrase, soit je rentre chez moi, tu vois. Bah, tu sais, quand t'as le seum, tu peux faire des trucs. Ouais. En vrai, là, je me suis senti vraiment humilié, tu vois. Je me suis dit, je vais. Après, j'étais revenu le voir 2 jours après, avec des amis à moi tchétchènes et tout. Je voulais pas perdre la face quand même. Je me suis dit, attends, je suis pas. Allez-y les gars, quand même, merde. Oh. C'est lui. Ouais, c'est lui. C'est lui, tu vois. Là, mais quand tu tombes face à des mecs comme ça qui te remettent à ta place, c'est important. Ouais. Tu vois, j'ai dû me battre, je sais pas, 50 fois dans ma vie. J'ai peut-être dû en gagner 35, 36, tu vois. Ouais. J'ai pris des raclés des fois. Ouais. Maintenant, t'as plus. C'est peut-être aussi les enfants aussi. Ouais, les enfants, puis ça suffit, frérot. C'est ridicule. Je suis qui, moi? N'importe quelle personne qui fait des sports de combat régulièrement me couche, moi. M'attrape, me massacre. Tu vois, il faut aussi être humble et dire t'es personne, frérot. Là, dans la salle, même lui qui là, le coach, il fait 40 kilos de moins que moi, il peut me coucher, tu vois. Ouais. Parce qu'il pratique, c'est son travail, la bagarre. Ouais. Je vais pas arriver à faire le mec le castagnard, c'est ridicule. J'envoie des tampons à des mecs qui sont dans le même délire que moi, quoi. C'est-à-dire un mec de bar, voilà, tu vois. Ouais. Dès que tu tombes face à un mec qui pratique de manière régulière, tu te fais laver. C'est leur travail. Donc bagarreur dans sa mesure. Hein. Ouais, on reste dans la même division, quoi. Ouais, voilà. Okay. Les alcoolos de bar. Et un dernier point qu'on n'a pas évoqué, et pas des moindres pour le coup, c'est que tu prépares un truc. Ouais. Et ça va être monstrueux et ça va être super intéressant. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Ouais, j'ai eu l'idée avec Guillaume, qui m'avait proposé ça. Et puis moi, après, j'ai enclenché les choses avec MMA Factory, avec les contacts que j'ai, etc., pour faire un combat à l'ARES. Mais pas un combat genre. C'est pas un truc, on met 2 mecs d'internet, je trouve ça insupportable. Non, ce serait moi contre un combattant professionnel, un vrai combattant en 93 kilos. Donc j'aurai 9 mois de préparation. Là, il faut qu'on se mette d'accord sur l'aspect financier, sur l'aspect aussi global de l'événement. Parce que bon, ça va me demander des sacrifices aussi sur le taf, sur mon emploi du temps. Donc il faut que quand même ça en vale le coup, tu vois. Mais c'est un truc que j'ai envie de faire personnellement. De monter de sentir la sensation, de ressentir ce stress, ce feeling, tu vois. Bon, après, tout ce que j'espère, c'est pas finir avec en croix comme ça avec de la bave. Ça va, Michel, ça va. C'est un truc un peu sale, tu vois. Prendre un vieux tampon par un Moldave en fin de vie, tu vois, là, ça serait un enfer, frérot. Ouais. Mais de le faire, ça m'excite déjà, et j'ai vraiment envie de le faire. Et du coup, ce serait là, dans l'idée, tu aurais 9 mois. Tu as fait un peu de grappling, mais comme tu l'expliquais, il y a une différence entre le grappling pur et le grappling adapté au MMA parce que tu as toutes les ouvertures pour les coups. Ouais. Je crois que tu disais que tu n'as pas encore d'expérience en striking, à part du coup, comme tu disais. À part de côté, un peu en lâche, t'as pas l'heure s'il te plaît, menton, tu vois, ça oui. Donc, à part cet entraînement-là, donc en gros, ce serait que tu commencerais de 0 pour l'entraînement vraiment de MMA et tu te donnes 9 mois pour devenir le meilleur combattant possible en prenant ça vraiment au sérieux, en faisant vraiment des entraînements comme il faut. Comment est-ce que tu vas t'organiser même au niveau vie pro, etc. Ça va devenir un objectif, donc je vais m'entourer des gens, parce que moi j'ai la chance de fréquenter plein de grands champions dans mon quotidien depuis des années, tu vois, je connais tous les combattants, j'ai beaucoup d'amis dans ce milieu-là. Donc je vais m'entourer des meilleurs, que j'estime être pour moi. Là je suis avec Maxime François en lutte. Donc, tu vois, Maxime a un niveau de compétence qui est très élevé. Et après, je vais trouver pour le MMA, tu vois. Pour l'instant, j'ai pas encore, tant que j'ai pas signé officiellement. Je me dis, je me laisse toujours cette espèce de pas enclencher la machine à 100%
Mais ça va se faire, je pense. Donc dès que ça sera fait, je prendrai les meilleurs qui sont avec moi, puis ça sera 2 entraînements par jour, je pense, quand je serai très en forme. Ce sera mon quotidien, je pense qu'il faut qu'à un moment donné, il faut se consacrer, c'est pas un jeu quoi. C'est pas du catch, hein. Là je vais arriver face à un mec qui va vouloir m'arracher la tête, bon, je suis père de famille. D'autant plus quand il saura que t'es entre guillemets quelqu'un de connu, etc. Il y aura non mais il va vouloir me dégommer. Donc, accrocher ça à son palmarès. T'imagines, moi j'ai des gosses et tout, il voit papa le fion vers le plafond avec le regard vide, c'est terrible, c'est un échec de vie incroyable. Ça serait une victoire pour moi d'être monté, mais il faut quand même, même si je perds, j'ai envie de perdre de manière quand même un peu honorable, tu vois, pas faire un truc... Ouais. Le pire, ce serait coucher en 10 secondes et t'as rien pu montrer de ce que tu t'es entraîné à l'enfer, faire. arrête. Non, c'est un truc horrible. Justement, là, on enlève. En plus, j'ai envie d'arriver en Batman. J'ai envie d'arriver à Gotham, moi, j'ai envie d'arriver, j'ai envie de faire une mise en scène, tu vois. Y aller vraiment à fond, quoi. Ouais, j'ai envie de me faire un truc un peu sympa, mais j'ai pas envie de me faire... Moi, je vais venir pour lui arracher la tête. Ouais, mais en même temps, en mettant le divertissement qu'il faut. Ouais, mais moi, de toute façon, je sais que mon objectif, c'est de lui arracher la tête. Je vais pas arriver pour faire un truc mignon ou... Je vais mettre tout ce que j'ai à ce moment-là. Si mes capacités psychologiques me permettent de passer au-dessus du stress et tout, je vais tout faire pour être le plus performant possible. C'est normal, j'y vais pour gagner. J'y vais pas pour faire beau ou quoi, j'y vais pour gagner, tu vois. Après, il faut être réaliste aussi. Si le mec c'est un combattant pro et tout, il y a forte chance que ce soit plus compliqué que Batman finisse dans les caniveaux, quoi. Voilà, mais je vais y aller, tu vois. C'est pas grave. Ce sera quoi ta musique d'entrée, du coup une musique de Batman, hein, c'est sûr. Hein. T'as quoi ça? Le générique à l'ancienne? Ouais. Batman. J'arrive comme ça et tout. Voilà, mais j'ai envie de faire un truc honorable. Ouais, légendaire mais honorable. Ouais, mais tu sais, genre, quand je finis, je me dis, ouais, je l'ai fait. Je l'ai fait, je suis content. Parce qu'il faut... Il y a plein d'experts en arts martiaux qui se permettent de critiquer des combattants, ça m'a toujours choqué ça. Ouais, mais il est bidon, McGregor, il est nul. J'aurais fait ci, j'aurais fait ça. Tu te rends pas compte de ce que c'est, je pense. De monter dans une cage et de te confronter à quelqu'un physiquement, devant des gens, c'est des surhommes pour moi, ces gens-là. Tous les combattants, moi, je leur adresse un... Salut les gars. Vous êtes des surhommes dans le sens où vous êtes des gens qui sont à part psychologiquement de la société. C'est parce que les sports de combat, ça représente un peu ce qu'il y a de... C'est le mal alpha, si tu veux. Et ça génère beaucoup d'émotions auprès des gens. Tout le monde aimerait être bagarreur, tout le monde être un peu, tu vois, machin. Mais pour faire ce travail-là, il faut être à part. Tu peux mentir aux gens, dire que t'es ci, que t'es ça, mais tu peux fantasmer, tu vois. Mais un combattant, c'est quelqu'un d'à part. C'est pour ça qu'un grand combattant attire toujours les gens autour de lui. Que ce soit des gens du showbiz, que ce soit des acteurs, des chanteurs, des meufs, parce qu'elles sont attirées par ce que cet homme-là dégage. Il fait quelque chose d'exceptionnel, ça se ressent dans son comportement, dans son karma, dans son attitude, tu vois. Le mec qui monte dans une cage, il est frérot, c'est exceptionnel, tu vois. Ouais. Donc on sent cette aura, tu vois, parce que c'est un truc incroyable de faire ça. Ouais, c'est ça, c'est ce que tu disais, ils font des choses que le commun des mortels rêve de faire, mais savent qu'ils ne peuvent pas. Ils peuvent pas, tout le monde rêverait, je te jure, c'est vrai. Tu fais le tour dans la salle là, tu fais le tour dans la salle, tout le monde rêverait d'être quelqu'un d'un peu virulent physiquement, de savoir se battre, de savoir se défendre. C'est propre à l'homme. Ouais. Tous les hommes veulent ça, tu vois. Mais à partir du moment où c'est du fantasme en vrai. Parce que pour devenir un mec comme ça, il faut mettre ses couilles sur la table, il faut travailler, il faut prendre des coups, il faut se sacrifier, il faut souffrir. Et c'est un truc de fou. Ouais. Tu vois, les combattants dans une cage, moi je les vois comme des mutants. Tu vois, quand je vois un mec qui arrive comme ça, tout, je dis putain, waouh. Waouh. Frérot, tu fais un truc de dingue là, tu vois, tu t'en rends pas compte, mais c'est incroyable. Ouais. Tu vois, et tous les experts après, oui, non, mais il aurait dû faire ci, il aurait dû faire ça, mais frérot, tu prends une gifle par un videur en fin de course dans le 11e, tu n'arrives même plus à parler. Et tu vas donner des conseils à un combattant, vous êtes des fous, tu vois. Ouais. C'est des fous les gens, ils se rendent pas compte. Et on les respecte pas assez en France. Ça vient, honnêtement, c'est ça qui est bien. Ça va venir, mais c'est des gens qui sont hors du commun, putain. Ouais. Attends frérot, tu es en admiration devant un footballeur, parce que le footballeur c'est extraordinaire aussi, ça dégénère des émotions de dingue. De ouf. Mais putain, un combattant MMA les gars, dans une cage fermée, il se bagarre. C'est du spectacle et tout, mais c'est un truc de fou, tu vois. Ouais. Non, donc, moi j'envoie beaucoup d'amour à tous les combattants, tous les gens qui font ce sport. Vous êtes des mutants et vous êtes des gens qui sont pour le coup inspirants. D'un point de vue du dépassement de soi-même et d'un point de vue objectif, c'est inspirant de pouvoir leur ressembler un jour. C'est très cool.
Voilà. Bah, ce sera le mot de la fin. Allez, Ragnar, merci beaucoup. bisous mon ref. C'était un À plaisir la en tout cas. prochaine. Et puis, bah, prends soin de toi. Allez. Fucking come with me, yeah!